Dans les rêves, il faut savoir qu'il y a quand même qu'un seul personnage principal. Le personnage principal, c'est nous-mêmes. On n'a pas besoin de dictionnaire symbolique pour interpréter les rêves. Les parents, de manière générale, viennent symboliser la façon dont on est structuré. C'est eux qui nous ont transmis certaines valeurs. Le policier, c'est celui qui vient souvent matérialiser nos propres résistances. Mais il y a aussi la possibilité que ce soit une visite du défunt. C'est relativement rare, mais c'est tout à fait possible. Si je suis dans un couloir chez moi, ça veut dire un lieu de transition, je suis dans un moment de transition dans ma vie. Ce monstre qui nous fait peur, c'est une partie de nous-mêmes qui demande à se révéler. On a par exemple l'infirmier ou le médecin, c'est un besoin de guérison. Mais moi, avec mon expérience, je peux vous dire que la plupart des rêves ne sont pas prémonitoires. La forêt, c'est le lieu de l'inconscient. Comme la cave. D'ailleurs, il y a différents lieux de l'inconscient. De manière générale, les lieux de l'inconscient sont des lieux assez sombres. Donc pour moi, rêver de perdre ses dents, alors d'où viennent les rêves? C'est une question, c'est une sacrée question, c'est peut-être la question. Moi, j'ai mon point de vue sur le sujet, mais il y a différents points de vue. Il y a le point de vue des neurosciences. Le point de vue des neurosciences, c'est plutôt une étude chimique, biologique des rêves, avec une utilité qui est décrite comme étant la gestion des émotions, la gestion du mental ou des souvenirs. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'un peu limitatif de certaine manière, parce que ça veut dire que je suis un peu passif dans le rôle des rêves. C'est-à-dire que moi, je parle plutôt d'une interaction avec les rêves, de l'interaction qu'on peut avoir. Comment les rêves peuvent nous transmettre de la connaissance sur nous-mêmes. Comment les rêves peuvent être introspectifs. Alors du coup, là, on arrive sur les personnages les plus connus de notre époque moderne, qui ont travaillé sur les rêves. Freud, bien sûr. Et Freud, lui, il a une version des rêves qui était liée à l'inconscient, mais une version qui est totalement laïque. C'est-à-dire qu'en fait, Freud avait une vision laïque de l'interprétation des rêves, très tournée sur le complexe d'Oedipe. Et d'après moi, c'est un peu limitatif. C'est-à-dire qu'en gros, moi, si quelqu'un veut me raconter qu'il a rêvé d'une bûche coupée en train de moisir, je ne vais pas forcément avoir un problème d'érection. Donc, d'après moi, ce système laïque, non transcendantal, limite un peu l'interprétation, mais déjà, Freud donne un lien avec la capacité d'introspection. C'est-à-dire que les rêves ont quelque chose à nous transmettre de nous-mêmes qu'il est important de faire passer en conscience. Et donc, on arrive à l'opposant, entre guillemets, de Freud, qui a une vision différente, Jung, qui a une vision, lui, totalement transcendantale, et moi, c'est vrai que je me retrouve beaucoup plus, à savoir que, du coup, pour répondre à la question, je vais plutôt partir sur ce que pensait Jung, c'est qu'il y a peut-être une partie de nous un peu plus grande que nous-mêmes, qui n'est pas limitée par notre contexte spatio-temporel, qui n'est pas limitée par notre boîte crânienne. Et cette partie de nous-mêmes, elle demande à nous aider, elle demande à nous transmettre des messages pour qu'on puisse se comprendre nous-mêmes, c'est-à-dire nous révéler des blocages, nous révéler aussi des potentiels. Et elle le fait à travers une forme symbolique, le langage des rêves. Le langage des rêves, c'est une langue dont les mots sont des symboles. Et comme toutes les langues, on peut apprendre à l'interpréter, à la comprendre, en comprenant bien que ce sont toujours des messages adressés, parfaitement écrits, pour qu'ils puissent venir marquer notre conscience et donc nous permettre de grandir et d'évoluer. Alors je m'appelle Mickaël, je suis thérapeute depuis bientôt 15 ans déjà, ça va vite, peut-être presque 20. Et du coup, j'interprète les rêves depuis très longtemps, depuis le début. Alors c'était pas mon activité principale. Moi, je magnétise et je travaille sur les énergies. Et puis, j'ai été sollicité par une maison d'édition pour écrire des livres sur le sujet. Et du coup, aujourd'hui, on m'aborde plutôt, à travers l'interprétation des rêves, alors que ma fonction première, c'est plutôt d'aider les autres à travers l'énergie. Bien sûr, parfois, les patients que je reçois, me racontent leurs rêves et c'est toujours très, très riche d'informations puisqu'en fait, les rêves, il faut bien comprendre qu'ils vont droit à l'essentiel. La différence peut-être entre mes 2 pratiques, entre ma fonction de thérapeute et ma fonction de quand j'interprète les rêves, c'est que les patients, quand ils viennent me voir, ils me livrent leurs problématiques, mais ils me livrent également leurs, résistances inconscientes. Ils ont des résistances et tout mon travail de thérapeute, c'est de naviguer pour essayer de voir ce qui se cache derrière les résistances. Le rêve, l'avantage, c'est que c'est un message cru. C'est un message, la personne dort, quand on dort, et donc c'est un message qui est au-delà de nos résistances, qui nous dit directement où est le problème, où est le blocage, ou alors où est le potentiel, un potentiel qui peut nous faire peur. Et donc c'est un message qui est direct avec nous-mêmes, qui ne demande qu'à être décrypté et qui va directement à l'essentiel. Alors, les rêves, c'est une question qu'on me pose, on me dit souvent, c'est une remarque qu'on me fait souvent. On me dit: «Mais je ne me souviens pas de mes rêves». Mais en fait, c'est plutôt logique, c'est plutôt, finalement assez commun. Pourquoi? Si je vous parle et que vous ne m'écoutez pas, au bout d'un moment, je vais arrêter de vous parler. Si vous ne pensez pas qu'un rêve a quelque chose à vous dire, en fait, vous arrêtez de vous en souvenir. Ça veut pas dire que vous ne rêvez pas, mais ça veut dire que le rêve qui doit passer en conscience, c'est-à-dire celui dont vous allez vous souvenir, cette source va se tarir.
Alors, je ne vais pas spéculer sur les rêves dont on ne se souvient pas, parce que ce n'est pas mon sujet, je vais laisser ça aux neurosciences, mais il y a tout un intérêt à se souvenir des rêves pour passer en conscience. Donc, la première chose pour se souvenir des rêves, c'est de comprendre que les rêves nous transmettent des messages essentiels qui doivent nous servir à évoluer et qui donc doivent passer en conscience. Donc la première étape, c'est de se dire: «Je veux me souvenir de mes rêves, car ils vont m'être utiles pour ma propre évolution, pour me comprendre, pour dépasser mes blocages et révéler mes potentiels». Et puis ensuite, il y a une méthode très simple. Il faut être capable, au moment de l'endormissement, de faire un peu le tri dans ses pensées. Alors généralement, à l'endormissement, de manière caricaturale, on a un peu 2 types de pensées. On va se refaire un peu notre journée avec tous les éléments qui nous ont marqués et puis on va préparer la journée de demain. «Ah, demain, j'ai un rendez-vous de ci» et c'est souvent des éléments stressants ou plus ou moins, traumatiques, les éléments qui nous ont marqués dans la journée. Et il faut essayer de, comme de manière un peu méditative, faire le tri et essayer de laisser un petit espace entre toutes ces pensées pour se concentrer sur une seule. Se concentrer sur: «J'ai envie de me souvenir de mes rêves». Et s'endormir dans cette pensée en chassant les autres, en repoussant les autres du mieux qu'on peut. Et je m'endors dans cette idée-là. Et la patatrac, ça ne marche généralement pas le premier jour. Mais ça marche généralement au bout de 2, 3 jours. Au bout de 2, 3 jours, on commence à se souvenir de bribes de rêves, de petits bouts, un petit sentiment, une petite scène, un petit élément, un objet. Et puis, il faut persévérer. Et puis, en persévérant, on va se souvenir d'une scène en entier, on va se souvenir d'un rêve en entier, on va se souvenir de plusieurs rêves dans la nuit. Et puis, croyez-moi, quand la porte est ouverte, la partie de vous qui veut vous aider, elle va s'en servir. Et donc, elle va vous envoyer des rêves. Et puis, ben, l'idée, c'est qu'après, il faut les comprendre, il faut les interpréter. Et en fait, les interpréter, ben, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas besoin de talent particulier. Il faut juste travailler, parce qu'en fait, c'est une langue qu'il faut apprendre. Et donc, il faut apprendre à discerner, à comprendre les symboles, à comprendre le récit onirique. J'ai remarqué qu'il y avait des phases où c'était assez difficile de se souvenir de ses rêves. C'est dans les phases où on vit des périodes dans notre vie qui sont assez stressantes. Par exemple, un challenge particulier au travail, un déménagement, une zone de stress, une période où je dois me réveiller particulièrement tôt et c'est pas mon habitude. Ce sont des moments qui sont peu propices pour se souvenir de ses rêves. Mais de manière générale, en dehors de ça, je n'ai pas remarqué qu'il y avait de contraintes particulières. On peut se souvenir de ses rêves, c'est pas lié par exemple à notre alimentation. Il peut y avoir par contre une influence des cycles de la vie, de la lune par exemple, ou alors par exemple des dates qui sont importantes. Les dates la date de notre anniversaire, la date du printemps, la date des solstices, Noël et jour de l'an par exemple. Là, on va y faire des rêves particuliers parce que ce sont des moments de passage et on peut à ce moment-là, un peu plus qu'à d'autres moments, faire des rêves qui ont une certaine importance, voire qui peuvent être prémonitoires. Les rêves sont faits de symboles. Les symboles dans les rêves, ce sont les mots en fait. Quand je faisais la comparaison avec une langue, il faut apprendre un certain vocabulaire. Et ben dans les rêves, il faut apprendre à comprendre les symboles. Et il y a deux types de symboles. Il y a des symboles qui vont être universels. Et puis il y a des symboles qui vont être accrochés à notre histoire. Donc par exemple, si je rêve d'un château, si je rêve de la mer, si je rêve de la forêt, mais si je rêve aussi d'une rue, d'un restaurant, de ma cuisine ou de ma chambre, on est sur les symboles qui sont universels. C'est-à-dire que moi, dans l'interprétation, je n'ai pas besoin de connaître l'expérience du rêveur par rapport à un restaurant ou par rapport à une forêt. Mais par contre, il y a tout plein de symboles qui sont très personnels. Si par contre, si je rêve de mon ami Marc, je ne peux pas, moi, interpréter l'ami Marc. Donc, c'est-à-dire qu'on est sur un symbole personnel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois demander à la personne qui rêve de me décrire Marc avec ses principaux traits de caractère. Donc, si par exemple, Marc, j'estime que c'est quelqu'un de courageux, eh bien, ça veut dire que dans le rêve, Marc vient mettre en image l'évolution de mon propre courage. Et donc, Marc, en fait, est un marqueur de moi-même. Parce qu'il faut bien comprendre que dans les rêves, tout est nous. Tout est nous. Donc, Marc vient représenter une partie de moi-même. Mais de manière surprenante, Brad Pitt aussi est un symbole personnel. Parce que la vision, alors je prends le Brad Pitt, j'aurais pu prendre n'importe quelle autre célébrité ou homme politique, mais si je rêve de Brad Pitt, j'en ai une image qui est la mienne, qui n'est pas la même que le rêveur. C'est-à-dire que moi, je prends l'exemple de Brad Pitt parce que c'est ce qui m'a marqué. Moi, si on me demandait de décrire Brad Pitt, je dirais plutôt quelqu'un de successful. Et quelqu'un qui a rêvé de Brad Pitt, il faut savoir que c'est un rêve assez récurrent. Brad Pitt, il vient vraiment symboliser quelque chose. Et une personne, je lui demande, ben, ok, décris-moi Brad Pitt, qu'est-ce qu'il représente pour toi? Et la personne m'a répondu quelqu'un de très triste. Donc pour moi, si j'avais rêvé de Brad Pitt, j'aurais parlé d'un certain succès, de ma capacité à avoir une forme de succès, alors que pour la personne, ça venait exprimer une forme de tristesse. La philosophie de mon livre ou de ma formation, elle est de dire qu'on n'a pas besoin de dictionnaire symbolique pour interpréter les rêves. Pourquoi? Parce que les rêves sont d'une incroyable fantaisie,
d'une incroyable précision et sont capables de nous transmettre, par exemple, des symboles hybrides. Je peux rêver d'un chat qui est à la fois un chat et une souris. Je peux rêver d'une bouilloire et je ne trouverai jamais une bouilloire dans un dictionnaire des rêves. Donc l'idée dans l'interprétation des rêves, c'est de devenir autonome. Et pour devenir autonome, il faut avoir quelques références sur des symboles qui sont vraiment très récurrents. Le symbole de l'eau, le symbole de toutes les pièces de la maison, le symbole de la forêt, du restaurant et ceux que j'ai déjà cités. Et donc, il faut bien comprendre cela et à partir de cela, on peut interpréter tous les autres. Alors, par exemple, si je rêve d'une bouilloire. La bouilloire, qu'est-ce que c'est? La bouilloire, déjà, généralement, se retrouve dans la cuisine. La cuisine, c'est un lieu de création. En fait, dans la cuisine, c'est la façon dont je vais me servir des aliments de ma propre vie, de la façon dont la vie me nourrit, pour pouvoir en créer un plat unique que je vais partager avec les autres. Donc en fait, le symbole de la cuisine, c'est un symbole de création, de ma capacité à créer quelque chose d'unique avec les ingrédients de ma propre vie. Mais si je rêve d'une bouilloire, par exemple, qui est prête à exploser, qu'est-ce que c'est la bouilloire? Donc elle est dans la cuisine, on vient parler de ma capacité de création, dans la bouilloire, il y a de l'eau. L'eau, c'est la vie, c'est un symbole de vie, de féminin, de la vie et des émotions. Et ça veut dire que l'eau qui est prête à exploser dans cette bouilloire, ça vient symboliser un rapport à la vie qui n'est pas juste, qui est trop chaud. Ça viendrait peut-être symboliser le fait que si je n'arrive pas à être créatif parce que je suis dans la cuisine, peut-être que j'ai des émotions qui sont beaucoup trop fortes et trop violentes. Et d'après moi, ça devrait dire que j'ai peut-être une colère à gérer. Et cette colère est antagoniste avec ma capacité à créer. Donc l'idée, c'est qu'on peut être autonome pour interpréter tous les symboles qui viennent en les reliant à ceux qu'on connaît déjà. Pour aller plus loin sur la façon d'interpréter les personnages dans les rêves, ils sont toujours liés à une histoire personnelle. Et ce qui est très paradoxal, c'est que c'est même si c'est quelqu'un qu'on a croisé une fois. C'est très bizarre parce que moi, il y a déjà quelqu'un qui m'a dit bah, j'ai rêvé de quelqu'un que j'ai vu à la machine à café il y a 2 ans, je ne sais pas pourquoi je m'en souviens, et je l'ai vu qu'une fois, et il est venu dans mon rêve. Pourquoi? Ça paraît assez improbable. Et ben, en fait, c'est très particulier, c'est que même si cette personne a été vue qu'une fois il y a 3 ans et que je m'en souviens, il y a quelque chose qui a frappé mon conscience et elle vient symboliser quelque chose pour moi. Et ça veut dire que, eh ben oui, il y a quelque chose que je peux décrire et par exemple, cette personne-là, elle me semblait nerveuse, elle me semblait particulièrement nerveuse. Et bien cette personne-là qui me semblait nerveuse d'une manière très particulière, vient symboliser ma propre nervosité de cette même manière. Donc ça veut dire que quelle que soit la personne dont on est arrivé, que ce soit une personne qu'on a vue qu'une seule fois, ou alors quelqu'un qu'on côtoie très souvent, ils viennent marquer quelque chose d'important en nous. Mais après, il y a des personnages qui sont plus forts que d'autres. Le papa, la maman, les parents et les grands-parents. Les parents, de manière générale, viennent symboliser la façon dont on est structuré. Puisqu'en fait, dont on est structuré à l'origine. Puisqu'en fait, c'est eux qui nous ont transmis certaines valeurs, de manière plus ou moins consciente. Et donc la question, c'est de quelle manière, quand on rêve de nos parents, on se construit toujours par rapport aux valeurs de nos parents, et ça vient nous dire généralement qu'on a un tri à faire, parce que par rapport aux valeurs de nos parents, il y en a certaines qui nous correspondent, certaines qui ne nous correspondent pas. Et puis quand on rêve des grands-parents, par exemple, on est vraiment sur quelque chose, sur une lignée familiale. Ça veut nous dire que dans notre lignée familiale, il y a des choses peut-être à aller chercher, qui sont très bien, qui ont été coupées, ou alors des choses à aller couper. Donc en fait, on est vraiment sur les symboles très particuliers par rapport aux parents et aux grands-parents. C'est assez régulièrement qu'on rêve de nos parents ou de nos grands-parents. Sur les personnages, il y a quelques personnages qui sont, eux, universels. Le policier, le pompier. Alors, il faut bien comprendre, alors ça peut être aussi le médecin, le juge. On est vraiment sur les symboles universels qui sont relativement simples à interpréter, hein. Le policier, c'est le gardien de la loi. Alors, c'est pas forcément un symbole très positif, hein. Attention, aucun jugement de valeur sur les policiers dans la vie réelle, hein. Le policier, c'est celui qui vient souvent matérialiser nos propres résistances. C'est-à-dire à franchir une certaine limite. C'est-à-dire qu'au-delà de cette certaine limite qu'il nous a imposée, j'ai parfois peur et donc du coup, le policier peut venir le matérialiser. L'armée, l'armée, ça vient matérialiser le fait que j'ai besoin d'être en conflit, que j'ai une forme soit des conflits intérieurs, soit que je vis à travers le conflit dans le rapport au monde ou dans le rapport à l'autre. Le restaurateur, par exemple, c'est une capacité on a parlé de la cuisine tout à l'heure, c'est la capacité à donner à une plus grande échelle. On a par exemple l'infirmier ou le médecin, c'est un besoin de guérison. On a besoin de guérir quelque chose. Oui, finalement, c'est assez simple. Finalement, un médecin, on a besoin de guérir quelque chose. C'est pas très compliqué en fait. Il faut savoir qu'il faut toujours aborder les symboles de la manière la plus simple possible. Dans les rêves, il faut savoir qu'il n'y a quand même qu'un seul personnage principal. Le personnage principal, c'est nous-mêmes. C'est nous le rêveur. C'est-à-dire qu'il faut savoir que ce qui est très intéressant dans les rêves,
C'est qu'on est tous c'est un rêve dont c'est un film dont nous sommes toujours le héros pour nous aider à grandir. Il y a une possibilité incroyable dans les rêves, c'est qu'on peut se voir dans un rêve. C'est-à-dire que dans un rêve, on peut être à la fois observateur et puis voir un personnage qui est nous-mêmes. Donc on peut nous voir évoluer dans une certaine situation. Et puis, dans les rêves, il y a des personnages qui vont avoir une place plus importante. Donc, il peut y avoir, par exemple, des personnages antagonistes, des personnages qui vont être en souffrance. Si, par exemple, le personnage qui est un peu plus malfaisant a tendance à persécuter celui qui est bienfaisant dans le rêve, ça veut dire que j'ai une partie de moi-même qui prend beaucoup trop de place, qui vient, qui vient persécuter une autre partie de moi qui aurait besoin de s'exprimer et d'occuper beaucoup plus de place. Ça nous donne des éléments de nous-mêmes vis-à-vis de nous-mêmes pour être capable, après, de gérer nos propres énergies. Alors, il faut savoir qu'il y a quelque chose de très important dans les rêves, dont on ne parle jamais. C'est-à-dire qu'en fait, un rêveur, par exemple, il vient me voir et me dit: «J'ai rêvé d'un tigre». D'accord? Mais le tigre, il était où? Il était dans votre salon ou il était dans la savane? Et ça a une importance énorme. Ça ne veut pas du tout dire la même chose. Mais en fait, les personnes souvent se souviennent de l'élément le plus marquant, du tigre, du lion, du dauphin, sauf que ça n'a pas du tout le même sens en fonction de là où il est. Donc, par exemple, si je rêve d'un ours dans ma chambre, ça vient révéler que dans l'intimité, alors qu'est-ce que c'est l'ours? L'ours, c'est véritablement un symbole de puissance naturelle qui n'est pas exprimée, qui ne prend pas toute sa place. Mais si elle est dans la chambre, ça veut dire que c'est une place intime extrêmement forte qui doit prendre toute sa place. Mais si par contre c'est un ours blanc qui est au Groenland, c'est totalement différent parce on est sur quelque chose de totalement inconscient, totalement glacé, qui vient sans doute un potentiel qui vient d'une autre vie et dont il faut prendre conscience par un cheminement assez long de redécouverte de ce que ça nous a apporté, ce que ça peut nous apporter. Donc, si par exemple on prend l'exemple de l'ours dans la cuisine, ça veut dire que notre potentiel de création est associé à cette puissance. Sans cette puissance, je n'arriverai pas à créer. Je dois d'abord récupérer cette puissance pour pouvoir créer. Alors, de manière générale, il y a les pièces de la maison qui sont très importantes, et donc il faut bien essayer de les comprendre et de les connaître. Donc, je l'ai dit, la chambre, l'intime, le lieu de l'intime, c'est-à-dire la révélation de choses profondes qui demandent à se révéler tout de suite. Les couloirs, si je suis dans un couloir chez moi, ça veut dire un lieu de transition, je suis dans un moment de transition dans ma vie. La cuisine, le lieu de création. Le salon, mon rapport social, c'est dans le salon que je vais recevoir. Et puis les toilettes, lieu de purification. Alors, bon, c'est un sujet comme un autre, mais le fait d'uriner ou de déféquer, c'est pas du tout la même chose. Uriner, c'est un symbole de purification. Déféquer, c'est la façon dont je digère ma propre vie. Donc on est vraiment sur les symboles différents, mais toujours dans ce lieu. La salle de bain, c'est aussi un lieu de purification. La différence avec l'urine et les toilettes, l'urine, ça vient me montrer quelque chose que j'ai besoin de nettoyer, alors que la douche, dans une salle de bain, veut dire que j'ai fini ce travail de nettoyage. Chaque pièce sont vraiment importants. Il est important de bien connaître ces pièces-là pour pouvoir interpréter correctement les rêves. Là aussi, il y a les lieux universels et les lieux personnels. C'est-à-dire qu'en fait, si je vais c'est le restaurant dans lequel j'allais quand j'avais 15 ans avec mes parents, on est sur quelque chose de personnel. Dans ce cas-là, c'est qu'est-ce que j'ai vécu à ce moment-là? Qu'est-ce que ce lieu symbolise pour moi? Mais si je suis dans un restaurant de manière générale, eh ben, alors si je viens pour me nourrir, le restaurant vient m'expliquer comment la vie peut me nourrir. Comment est-ce que la vie peut me faire grandir? Comment la vie peut me nourrir tout simplement, de manière générale. Le restaurant, c'est la façon dont je me nourris, mais si je suis restaurateur, ça veut dire comment je peux nourrir les autres de manière assez forte, je peux nourrir le plus grand nombre. La forêt, c'est le lieu de l'inconscient. Comme la cave. D'ailleurs, il y a différents lieux de l'inconscient. De manière générale, les lieux de l'inconscient sont des lieux assez sombres. Donc la cave, c'est le lieu de l'inconscient, mais lié à nos fondations. La forêt, c'est le lieu de l'inconscient, mais ce que je ne connais pas du tout, qui va se révéler, qui n'est pas forcément lié à ma propre éducation. Il y a la mer. La mer, de manière générale, la mer, il faut savoir qu'en surface de la mer, on est sur le rapport à la vie, les émotions et le féminin, c'est la même chose. Mais dans les profondeurs de la mer, on est sur l'inconscient, mais d'une autre manière. C'est-à-dire qu'on est dans l'inconscient, mais plutôt dans la découverte de la beauté et des richesses des profondeurs de l'océan. Par exemple, si on rêve de très beaux poissons tricolorés, de coraux et ce genre de choses. On peut être dans le ciel. Bon, dans le ciel, on est clairement en rapport avec la spiritualité. Et puis, il y a différents comme ça éléments l'hôpital, lieu de guérison, l'école, lieu de connaissance, ou l'université, ainsi de suite. Il y a des rêves qu'on fait souvent, c'est-à-dire qu'il y a des archétypes qui reviennent souvent. Un des archétypes qui revient souvent, c'est je perds mes dents. Alors, ce qu'on dit généralement, ce que les gens disent, c'est quand je rêve que je perds mes dents, c'est que je vais connaître un décès autour de moi dans un futur proche. Moi, je n'interprète pas comme ça.
pas du tout. Les rêves prémonitoires, bien sûr que ça existe, mais d'après moi, ça représente une toute petite partie des rêves. Alors c'est sûr que quand il y a des personnes qui font beaucoup de rêves prémonitoires, eux, ils ont l'impression que tous les rêves sont prémonitoires, mais moi, avec mon expérience, je peux vous dire que la plupart des rêves ne sont pas prémonitoires. Donc, perdre ses dents, qu'est-ce que c'est? Ses dents, la bouche, c'est lié à notre capacité à manger ou à parler, ou à s'exprimer. Mais les dents, particulièrement, servent à absorber de la nourriture. Donc à me nourrir, symboliquement, nourrir de quoi? Me nourrir de la vie. Et quand on perd ses dents, quand les dents se déchaussent, ça veut dire que je suis en train de perdre ma capacité à me nourrir de ma vie. Donc pour moi, rêver de perdre ses dents, c'est le signe d'une période dans la vie qui n'est pas très favorable, où la vie est plutôt subie que nourrissante. Le fait dans un rêve, de crier et de ne pas arriver à s'exprimer, moi, ça, très simplement, il faut l'interpréter tout simplement au premier degré, hein, c'est un problème d'expression. Ça veut dire que ce que l'on a profondément ne sort pas. Alors dans ce cas-là, est-ce que c'est pas une frustration profonde qui n'arrive pas à s'exprimer? C'est sans doute ça. Mais s'il y a tout un système qui n'arrive pas à s'exprimer, donc c'est-à-dire que d'abord, sans doute, il y a une frustration profonde, ça peut être une colère, ça peut être une déception qui devrait s'exprimer, mais qui permettra aussi du coup de libérer la parole et d'exprimer aussi des choses plus positives. Une expression plus saine de qui l'on est, de partage et de notre propre beauté. Alors moi, j'ai fait un rêve récurrent toute ma vie jusqu'à un certain point, et il se trouve que c'est un archétype assez connu. C'est je cours, je cours, je cours, mais je n'avance pas. Et je suis poursuivi par un monstre immonde qui ne demande qu'à me dévorer. C'est un rêve qui est extrêmement anxiogène, qui est très commun, et surtout que à un moment, on arrive à se déplacer dans ce rêve, on est à un autre endroit, on réessaye de nouveau de courir, et le monstre ne nous rattrape pas, mais on est toujours bloqué. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est une invitation à nous retourner, à ne plus fuir qui l'on est. Parce qu'en fait, ce monstre qui nous fait peur, eh ben, c'est une partie de nous-mêmes qui demande à se révéler. Mais c'est une partie qui nous fait peur. Alors, sans doute il vient nous révéler quelques blocages qu'il faut aller regarder. En fait, il s'agit d'une demande d'introspection, tout simplement, d'aller regarder ce que l'on a à l'intérieur, mais ça nous fait peur. Mais savoir que ce qui nous fait peur, ça peut être effectivement un blocage, quelque chose à régler, mais ça peut être aussi un potentiel. Ce monstre, ça peut être quelque chose de très positif, ça peut être un potentiel. Mais un potentiel, ça fait peur, parce que de quelle manière un potentiel va venir désorganiser ma propre vie, va venir remettre en question l'ordre que j'ai établi. Donc, vous voyez que finalement, l'émotion que j'ai, qui est la peur par rapport à la personne qui me poursuit, à ce monstre, ça peut être finalement pour quelque chose de très positif, mais qui me fait peur. La question qui est posée derrière ça, c'est est-ce qu'il y a des cauchemars? Est-ce qu'il y a des bons rêves? Et d'après moi, la réponse est plus complexe. Parce que c'est pas parce qu'un rêve qui me fait peur que du coup on va appeler cauchemar que c'est un mauvais rêve. Dans l'exemple que je viens de donner, où on court comme ça, on est poursuivi par un monstre. On pourrait se dire, j'ai très peur, c'est un cauchemar, c'est un mauvais rêve. Et pourtant pas du tout. Puisqu'en fait, c'est une demande d'introspection. Et derrière le monstre qui me poursuit, il peut y avoir la révélation d'un potentiel. Donc ça peut être un rêve, paradoxalement, malgré le fait que j'ai peur, qui est très positif. Mais prenons maintenant l'opposé. Un rêve dans lequel j'ai un vrai plaisir. Par exemple, imaginons moi, dans mon histoire personnelle, je suis dans une boulangerie et je mange des pains au chocolat comme ça en prenant énormément de plaisir. Est-ce que c'est un rêve positif? Mais pas du tout. Parce que le pain au chocolat, pour moi, symboliquement, dans mon histoire, c'est la Madeleine de Proust. C'est ce que me donnait maman au goûter quand j'avais 5 ans. Et donc, ce que ça vient illustrer, c'est mon besoin d'être assuré. Donc, du coup, c'est pas quelque chose de positif. Alors, j'ai besoin d'être assuré, ça veut dire qu'effectivement, ça me fait du bien, mais de quelle manière mon besoin d'être assuré guide ma vie? Donc, ça veut dire que c'est pas forcément, ça veut dire que ce qui guide ma vie, c'est peut-être pas ma lucidité, la recherche de mon évolution, mais mon besoin d'être assuré. Donc, vous voyez qu'entre un rêve qui me fait peur, que je vais appeler cauchemar, et qui finalement peut révéler un potentiel, et entre un rêve où je prends du plaisir à manger des pains au chocolat, le bon rêve, ce n'est pas celui qu'on croit. Il y a un peu deux types de rêves. Il y a les rêves dans lesquels je suis dans un lieu, et l'action se passe dans un lieu, et il y a les rêves dans lesquels je suis en déplacement. C'est-à-dire que je suis dans une voiture, je suis en train de marcher, je suis en train, je suis en avion, je suis en vélo, et ainsi de suite. Donc, quand je suis dans un lieu sont très introspectifs, viennent parler de moi, alors que les rêves en déplacement viennent parler de mon cheminement. Donc, quand il y a un déplacement, il faut essayer de se souvenir d'où on part et où on va. Déjà, c'est la première indication. Donc là, comme on l'a vu précédemment, il va falloir interroger le lieu de départ et le lieu d'arrivée. Si par exemple, je rêve que je vais en Italie, il faut se demander ce que l'Italie représente pour le rêveur. Donc si l'Italie représente par exemple, de manière caricaturale, la Dolce Vita, ça veut dire que la personne est en train de cheminer vers sa capacité à prendre du plaisir, à avoir une vie légère, à avoir de la légèreté dans sa vie. Donc là, c'est une vraie indication importante.
Mais après, est-ce que j'y vais en voiture, par exemple? Alors, si on y va en voiture, il y a une question à se poser, c'est qui conduit? Parce que je peux être au volant, ça veut dire que si je suis au volant de la voiture, ça veut dire que c'est ma propre conscience qui me mène vers l'Italie, donc même ma capacité à avoir une vie légère, ma Dolce Vita. Mais si, par exemple, c'est un ami que je trouve qui a une vraie légèreté, une vraie joie de vivre, qui conduit, ça veut dire que c'est en acceptant, moi, de laisser prendre toute la place à ma capacité à être légère, que je vais prendre mon cheminement vers une vie plus légère. Et s'il est embêté par une personne à l'arrière, un ami qui lui est très colérique et qui empêche mon ami qui a une forme de légèreté de conduire, ça veut dire qu'il y a 2 énergies antagonistes qui m'empêchent d'aller vers cette forme de légèreté personnelle. Donc vous voyez, en fait, dans les moyens de transport, il y a tout notre cheminement qui est raconté. Alors, il peut y avoir aussi des rêves un peu plus durs, comme l'accident de voiture, ça veut dire que je ne prends pas le bon chemin, par exemple. On peut passer à d'autres moyens de transport, le bateau ou l'avion. Et là, on est sur quelque chose d'autre, quelque chose de différent. Le bateau, on évolue sur l'eau, donc le symbole de la vie, du féminin et des émotions. Et c'est généralement, on parle de grandes avancées, spirituelles, d'acquisition de qualités. On est vraiment sur un cheminement qui nous permet d'acquérir des qualités, des qualités spirituelles, des capacités nouvelles. L'avion, on est vraiment sur une évolution humaine, sociétale. On est vraiment sur, par exemple, un grand projet professionnel, un projet fédérateur. On est vraiment sur quelque chose qui est plus lié au masculin, une notion de projet. Il y a aussi le bus. Qu'est-ce que c'est le bus? Le problème du bus, c'est qu'on est sur, une direction qui n'est pas vraiment la mienne. C'est-à-dire qu'en fait, je ne peux pas piloter le bus. Donc on est plutôt sur une trajectoire qui m'est imposée. Voilà, donc en fonction du moyen de transport, ça nous indique les différentes façons qu'on a de cheminer dans notre vie. Il y a des rêves qu'on appelle récurrents. Alors, mauvaise nouvelle, les rêves récurrents sont souvent des alertes, ce sont hélas rarement des bons rêves. C'est plutôt, je dirais, notre âme, entre guillemets, qui tape à la porte et qui nous dit: «Il faut que tu regardes ça». C'est-à-dire que tant que tu ne régleras pas ça, tu ne pourras pas évoluer. La suite de ta vie reste en stand-by. Ça veut dire c'est la condition nécessaire pour que tu puisses reprendre un cheminement d'évolution. Donc ça vient taper à la porte. Moi, j'ai parlé tout à l'heure d'un rêve que je faisais tout le temps. Ce rêve que je faisais tout le temps, c'était de courir comme ça et d'être poursuivi et de pas réussir à avancer. Et j'ai fait ce rêve, mais jusqu'à mes 30 ans. Qu'est-ce que ça veut me dire? Ça veut dire, tant que tu ne passes pas en introspection, ta vie sera bloquée, tu vas toujours revivre les mêmes schémas. Un autre rêve que j'ai fait récurrent et très commun que les gens font, et que j'ai fait très longtemps, c'est je repasse des examens. Je repasse le bac. Et dans mon rêve, je me dis, mais attends, je comprends pas, j'ai déjà eu le bac, pourquoi je dois le repasser? Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut nous dire, tu as une façon de fonctionner qui est liée à un système de validation, et que c'est comme ça que tu fonctionnes. En gros, tu fonctionnes au coup de baguette. Et du coup, ce n'est pas du tout un système sain. Et que tant que tu n'as pas dépassé ça, tu n'auras pas une vie qui sera agréable. Il faut vraiment que tu changes ton système de croyances et de valeurs. Donc en fait, le rêve récurrent, c'est vraiment une alerte de notre âme qui nous dit: «Il faut que tu règles ça, c'est important pour pouvoir évoluer». Il y a des catégories de rêves, moi j'en ai 3. Il y a les rêves prémonitoires qui représentent des petites parties, ça existe les rêves prémonitoires, mais ça représente dans le lot des rêves une toute petite partie. Il y a ce qu'on appelle les rêves lucides. Il y a les rêves lucides, c'est quand je suis capable dans les rêves d'avoir conscience que je rêve et de diriger mon rêve. Ça représente une petite partie, c'est d'ailleurs pas forcément la plus intéressante. Et puis il y a une autre partie, c'est je rêve de défunt. Alors il y a 2 possibilités quand on rêve de défunt. Il y a soit on est sur une analyse, normale du personnage, comme j'ai pu en parler, c'est-à-dire, bon bah voilà, qu'est-ce que cette personne représente pour moi? Mais il y a aussi la possibilité que ce soit une visite du défunt. C'est relativement rare, mais c'est tout à fait possible. Et je sais pas comment le dire, mais souvent on en est plus ou moins conscient qu'il s'agit d'une visite. Et du coup, que la personne qui est partie a quelque chose à nous transmettre. Si la personne qui est partie, qui vient nous visiter dans le rêve, ne nous transmet pas quelque chose de particulier, ça veut dire qu'il faut l'interpréter de manière symbolique. Alors, je viens de parler de 3 types de rêves, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les rêves dont je viens de parler, notamment par exemple les rêves prémonitoires, peuvent révéler un potentiel. Alors, le rêve prémonitoire, quand les personnes en font beaucoup, ça veut dire qu'ils ont peut-être une capacité de médium à exercer quand ils sont dans la journée. Mais les personnes qui rêvent souvent de défunts, ben, c'est un peu pareil. Ça veut dire que peut-être qu'ils ont une capacité de canal dans la journée et qu'ils ont peut-être une capacité à développer de connexion avec l'autre côté du miroir, avec les défunts.
Donc il y a une question à se poser de savoir qu'est-ce que je fais de ça et comment est-ce que je peux le développer. Les rêves sont d'une imagination incroyable pour nous transmettre un message. Et ça veut dire qu'ils sont capables de créer des symboles que je dirais, que j'appellerais moi hybrides. C'est-à-dire que c'est à la fois un symbole mélangé avec un autre. Donc par exemple, un exemple, ça peut être un chat qui est à la fois un chat et une souris. Mais ça peut être aussi une translation de personnes. C'est-à-dire que je vois, ça peut être une personne qui en représente deux. Je sais que c'est à la fois Paul et Jacques. Mais ça peut être aussi Paul sous la forme de Jacques. Eh ben, il faut interpréter comme un symbole hybride, c'est-à-dire que c'est à la fois Paul et Jacques. Donc, il faut rentrer dans le détail. C'est-à-dire que représente Paul pour moi, que représente Jacques pour moi, et pourquoi Paul prend la forme de Jacques. Donc, ça veut dire qu'il y a un phénomène de translation. Alors, les phénomènes de translation, c'est un phénomène un peu plus complexe. Il faut d'abord bien maîtriser les bases. Mais pourquoi il y a un phénomène de translation de Paul sur Jacques? Pourquoi ces qualités, les qualités de Paul, s'incarnent dans le physique de Jacques? Et là, c'est bon, on est sur un décryptage un peu plus subtil, mais les rêves sont d'une telle précision qu'ils sont capables, pour nous transmettre un message précis, d'opérer ce genre de mélange. On va aller sur le phénomène de translation un peu plus loin, même si là, on est sur quelque chose de beaucoup plus précis ou qui demande un peu plus de connaissance, de maîtrise des rêves. C'est-à-dire qu'en fait, on peut arriver, par exemple, je rêve au début de Paul. Je rêve au début de Paul, je vois évoluer Paul. On va dire que Paul, par exemple, il représente pour moi quelqu'un de très colérique. Donc, il va représenter ma propre colère, parce que dans les rêves, tout est nu. Mais dans une autre scène, je sais que c'est Paul, mais il a pris l'apparence de Jacques. Et c'est quand même assez étrange. Pourquoi est-ce que Paul, au début, était Paul, et puis Paul devient Jacques? Alors du coup, ben, que représente Jacques pour moi? Jacques représente quelqu'un de très doux, avec une vraie douceur. Et donc, je vois comment ma colère peut se transformer. Alors, si par exemple, je vois Paul se transformer en Jacques, il y a sans doute d'autres éléments, d'autres ingrédients du rêve qui vont m'expliquer comment transformer ma propre colère en douceur. Et du coup, ça prend la forme de cette translation. L'avantage, l'intérêt des translations dans les rêves, c'est que ça permet de comprendre ma propre évolution. Comment je peux transformer une aptitude en une autre ou un défaut en qualité. Et c'est pour ça que les phénomènes de translation sont très souvent dans les rêves. D'une scène à l'autre, en fait, on a souvent le même symbole qui prend une autre forme. Quand on commence à rentrer dans l'interprétation des rêves et qu'on commence à se souvenir de rêves en entier, il peut arriver un truc, c'est que on rentre dans une série de rêves. Alors, il faut que je rentre un peu dans le détail, ce que c'est que le récit onirique. Le récit onirique, il faut savoir que c'est très simple à comprendre. J'ai dit, les rêves sont faits de symboles, mais il y a un récit qui est construit de manière très classique. C'est-à-dire que si je me souviens d'un rêve en entier, il faut savoir que la première scène est l'introduction, exactement comme dans un roman ou dans un film. C'est-à-dire qu'il y a une problématique qui est posée et qui est souvent très simple, très concrète. Ça peut être une problématique financière, amoureuse, problématique de travail. Ce sont les choses très concrètes qui touchent notre vie. Donc, dans la première scène, cette problématique est mise en lumière. Et puis ensuite, de scène en scène, c'est-à-dire de lieu en lieu, je vais voir cette problématique évoluer pour qu'elle puisse être mise en conscience. Et quand on se souvient très bien des rêves, qu'on se souvient de mieux en mieux des rêves, un rêve n'est peut-être parfois n'est pas suffisant pour que cette problématique soit totalement décortiquée et passe en conscience. Donc ça veut dire que la problématique est posée au début, quand le rêve se termine, j'ai pas vraiment l'issue, et puis soit dans un rêve de la même nuit, soit dans un rêve du lendemain, on va en reprendre exactement comme une série Netflix, là où on en était, et la problématique va être prolongée sur plusieurs rêves, avec une conclusion qui peut être après le troisième rêve, quatrième rêve, ou après le deuxième rêve. Et au bout d'un moment, on a cette problématique qui est conclue. Donc on peut avoir véritablement une série, comme une série Netflix, mais qui parle de nous pour nous aider à aller au bout d'un schéma. Moi, je fais pas de différence entre les rêves qu'on va dire très farfelus, ou voilà, avec un tigre dans le salon, des choses qui sont des objets inattendus ou en train de voler, ou alors des rêves qui peuvent sembler plus terre à terre, c'est-à-dire des rêves, par exemple, où je vais revivre ma journée, ou voilà, des choses qui semblent beaucoup plus concrètes. En fait, c'est la même chose. Que ce soit des rêves dans lesquels je vais revivre des éléments de ma journée, des personnages voire des personnages de mon quotidien, il faut savoir que ça reste un récit symbolique qui vient mettre en lumière quelque chose de beaucoup plus profond que notre quotidien. Alors que ça prenne des formes très farfelues ou des formes très concrètes de mon quotidien, il faut savoir que ça s'interprète de la même manière exactement. On me dit souvent, mais moi, mes rêves, c'est juste, je revis en image ma journée. Mais c'est parce qu'en fait, tout ça, c'est cohérent. Ça veut dire qu'en fait, le rêve que je fais la nuit,
il vient me parler de moi. Et donc, et ma journée me parle aussi de moi, de manière symbolique. Donc, en fait, c'est normal qu'il puisse y avoir un parallèle entre mes rêves et ma journée, parce que finalement, tout ça est intimement intriqué. Pour conclure, je dirais que le plus important, c'est de comprendre l'importance de se souvenir de ses rêves et de les interpréter. Il faut comprendre que c'est un canal pur avec une partie de nous-mêmes qui demande à nous aider. Donc, d'après moi, c'est un outil qui devrait être, largement utilisé puisqu'en fait, c'est l'outil royal pour se connaître, puisque c'est un outil qui est au-delà de nos propres résistances, qui vient nous indiquer de manière parfois un peu crue nos blocages, mais aussi nos potentiels. Et ensuite, une fois qu'on a pris conscience de ça et qu'on fait un petit exercice de s'endormir avec l'envie de se souvenir de ses rêves pour pouvoir évoluer, et ben très vite, les rêves vont venir à nous, parce qu'en fait, une fois que notre âme peut nous envoyer des messages, elle va pas, elle va le faire. Elle va le faire pour nous aider. Et elle n'a qu'une seule envie, c'est de nous aider, de nous faire grandir. Et une fois qu'on se souvient de ses rêves, bah, c'est comme le vélo, hein. C'est-à-dire que toute sa vie, on pourra se souvenir de ses rêves. Il suffira de se rendormir avec l'intention, ou alors en posant une question la nuit, et puis les rêves, la nuit, ils viendront y répondre. Parce qu'en fait, je ne l'ai pas abordé, mais les rêves peuvent répondre à des questions qu'on se pose, des questions très concrètes dans notre vie, entre un choix A et un choix B, une direction à prendre. Donc le plus important, c'est que c'est un outil qui est fantastique d'introspection et d'évolution. Ensuite, pour interpréter, bah, tout le monde peut interpréter les rêves. Ce n'est pas du tout réservé à des personnes qui ont un talent. Il faut vraiment l'aborder de manière très simple en disant que les rêves, bah, c'est un récit classique, un récit comme dans les romans ou comme dans les séries ou dans les films, avec une introduction qui parle de nous. Tout le film, j'allais dire, tout le rêve parle de nous. Ils viennent décortiquer une problématique à nous pour nous faire grandir. Et la seule chose finalement qu'il y a à comprendre, à s'approprier, c'est la logique symbolique. Et donc cette logique symbolique, elle s'approprie de manière relativement simple. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai besoin d'aller connaître quelques symboles universels pour pouvoir interpréter tous les autres. Alors, mon deuxième livre, le premier c'est La langue des rêves, le deuxième c'est le mini-guide ultime des rêves aux éditions Le Duc. Alors, il faut savoir que là-dedans, il y a un condensé de tout ce qu'il faut savoir pour interpréter les rêves. Donc, comme je l'ai dit dans la méthode, il y a tous les symboles qu'il faut comprendre, les symboles les plus courants qui vous permettront d'interpréter tous les autres. C'est une méthode très simple qui vous permettront d'avoir un accès à vous-même, à votre âme qui ne demande qu'à vous aider.